On a commencé, on est sorti de la salle et Jade a dit j'en peux plus de cette chanson. Bon, alors je suis assez content parce que ça veut quand même dire que tu m'écoutes, donc c'est bien. Faut que je change de jingle en fait. Peut-être. Je change de jingle. Non. Oh là là, je m'y attendais pas, la vache. Oh, bon, c'était sympa, je m'en vais. Oui. C'est cool de vous avoir tous là. On est ravis de faire cet épisode, cet échange aujourd'hui. On va parler de développement international avec des personnes qui sont à tous les niveaux de développement international, sur des business très différents, du B2C au B2B, aux accompagnants, aux aidants. Voilà. On a donc Jade Francine, que certains d'entre vous vont peut-être écouter, qui est la fondatrice de We Maintain. Thibaut Renouf, qui est le fondateur de Partout. Marie-Alban Prieur, qui est la patronne de l'export à la BPI. Et puis Charles Tissier, je ne me trompe pas, qui est le fondateur du Vent à la Française, donc qui fait des bijoux. Toi, tu es plus dans le bijou B2C. Dans le bracelet. Ouais. Bracelet, je dis bijoux. Fabriqué en France. Fabriqué en France. C'est un bijou, mais c'est vrai que tu fais bracelet avant tout. Voilà. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre un peu les chiffres. Je crois que c'est à peu près 70% des entreprises françaises qui envisagent se lancer à l'international dans les 3 prochaines années. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont fait, qui comptent le faire, qui le font. Moi, je l'ai fait un peu par hasard à plusieurs reprises. J'ai toujours trouvé ça très compliqué. Puis on en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est bien de le faire par hasard ou pas? Je l'ai bien vécu, mais en l'occurrence, avec de l'intention, c'est bien aussi. Donc voilà. Je vous laisse rapidement chacun me présenter en 2 minutes, même pas en 1 minute, votre activité. On va faire en gros un échange de 45 minutes et puis après, on prendra les questions si ça vous convient. Tu commences? Ok, ouais, pardon, c'est bon, c'est parfait. Bonsoir tout le monde, merci d'être aussi nombreux pour cet échange. Donc moi je suis la cofondatrice de We Maintain. We Maintain, c'est un acteur qui s'est créé il y a 7 ans maintenant sur les sujets de maintenance dans l'immobilier, notamment les équipements techniques. On est très fiers de maintenir les ascenseurs des bureaux de Conto, par exemple. Voilà, donc on a vraiment une dimension opération de maintenance, et puis on a une autre dimension qui est sur la maintenance prédictive avec des objets connectés qu'on a développés en interne. Je m'arrête là, on est très très B2B. Et pour ce soir, voilà, nous, on a 70% de notre business à l'international. Donc il y a plein de choses qu'on fait mal chez We Maintain, mais ce qu'on fait plutôt bien, c'est quand même les opérations de maintenance, et c'est l'international. Voilà. Bonsoir à tous, donc moi c'est Thibaut Renouf, je suis le CEO de Partout. Partout, on est une société SaaS B2B, donc dans le logiciel. On accompagne les réseaux de points de vente un peu partout dans le monde pour gérer notamment quelque chose que vous voyez tous les jours qui est Google Maps, toutes les informations. Mais on fait aussi la gestion des avis quand vous mettez potentiellement des bons avis ou des mauvais avis sur tous les points de vente en ligne. Tout ce qui est messagerie, réseaux sociaux et site internet avec les cartes. Et on fait ça pour 300 000 points de vente. On a été créé il y a 10 ans. Et on fait un peu plus de 50% de notre chiffre hors de France. On est 350 et la particularité de Partout sur l'international, c'est qu'on a tout fait quasiment depuis Paris et Barcelone. Et par contre, on est présent en Amérique latine, au Moyen-Orient et un peu partout en Europe. Et donc c'est un modèle où on a beaucoup de nationalités à Paris et on vend un peu partout dans le monde. Bonsoir Marie-Alban. Alors moi je suis en charge du développement à l'international chez BPI France, la banque des entrepreneurs. Je ne suis pas entrepreneuse, ou pas encore, mais en tout cas je travaille pour vous accompagner, vous aider, vous faciliter en fait le quotidien, que ce soit en financement, en investissement et aussi en accompagnement humain, parce que c'est hyper important, je pense qu'on y reviendra. Et BPI France, on est basé en France et à l'international aussi. Voilà. Bonsoir, donc Charles Tissier, cofondateur de la société Le Vent à la Française. Donc on est une marque de bijoux, notamment de bracelets, comme le disait Mathieu, 100% fabriqués en France. On est vendu sur Internet, mais aussi et surtout dans un peu plus de 1100 points de vente maintenant. En France, un peu à l'international, on va en parler, que ce soit en concept store, bijouterie ou grand magasin comme Nature et Découverte, Galerie Lafayette par exemple. Particularité, donc on fabrique 100% en France et les cordons de nos bracelets sont garantis à vie. Voilà. Ça compte aussi à l'international. Extra. Et puis le Made in France, c'est quelque chose, hein, une caution qui est recherchée. Je pense que c'est même la caution principale de notre marque quand on part dans un autre pays. C'est vrai que les 50 magasins qu'on a ouverts cette année à l'international un peu partout ont super bien fonctionné parce qu'on s'appelait Le Vent à la Française. On pensait, tu vois, même à une époque changer de nom parce que on s'est dit les gens vont rien comprendre, et aujourd'hui on en fait notre plus grosse force, et le fait que ça soit fabriqué en France, ça se vend. Extra.
Je voudrais remercier au passage Conto qui nous reçoit ici, hein, tu l'as mentionné, mais voilà, qui s'internationalise aussi bien, puisqu'il y a eu quand même pas mal de pays ouverts ces derniers temps. L'Espagne, l'Italie, la Hollande, l'Autriche, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et l'Allemagne évidemment. Donc voilà, qui est un partenaire qui me suit depuis longtemps. On en parlait tout à l'heure avec des gens chez vous, mais je vous remercie vraiment d'être un partenaire fiable et fidèle. Pour commencer, pourquoi on s'internationalise? Quelle est la raison de faire ça? Moi, j'ai un peu une petite élément de réponse pour toi parce que j'ai fait un épisode presque là-dessus, en tout cas, qui était intéressant. Mais est-ce que tu peux peut-être me dire pourquoi vous l'avez fait chez Women10? Oui, bien sûr. Déjà, c'est pour aller chercher la croissance, des revenus. Je pense que quand on a des business où on sait qu'on a un marché mondial, nous, les marchés, ce sont les villes, les mégalopoles. Donc, à partir du moment où on les a identifiés, on se dit qu'il va falloir aller les chercher petit à petit. Ensuite, je pense qu'il y a une envie, tu parlais justement le hasard ou l'intention. Moi, avant Women10, j'ai travaillé 5 ans en Chine. Donc, pour le coup, j'aime l'international. Je suis également à moitié indienne. Donc, j'ai une histoire personnelle qui est liée à l'international. Donc voilà, je pense qu'il faut aimer ça, il faut avoir un attrait pour ça. Nous, les 3 cofondateurs, on avait toujours travaillé à l'international et quand on est rentré, tout de suite, on s'était dit ça fera partie de l'histoire de cette société. Donc je pense que c'est un peu les deux, c'est le côté perso et est-ce que tu as un marché, est-ce que tu as quelque chose à aller développer là-bas. Sachant, voilà, ce que tu me disais dans l'épisode, mais finalement, maintenir des ascenseurs à Bordeaux, qui est une ville plate où il n'y a pas d'immeubles, enfin j'exagère, mais c'est pas forcément très ambitieux, quoi. Donc il vaut mieux aller à Londres ou à Hong Kong, quoi. Oui, clairement pour nous, oui, sachant qu'en plus, pour nous, on a à peu près les mêmes concurrents partout. Donc on est vraiment c'est David contre Goliath. Chez nous, c'est qu'on a 4-5 très grands concurrents qui sont mondiaux et qui opèrent à peu près partout de la même façon. Donc quand on se dit on sait craquer des clients en France, des grands comptes internationaux en France, il n'y a pas de raison qu'en effet à Londres ou à Hong Kong, on ne sache pas faire. Thibaut? Ouais, nous, c'est un peu deux réflexions. La première, c'est un peu l'opportunité de se dire d'agrandir son marché adressable. Je pense que quand on veut faire une entreprise d'une certaine taille, il y a un des critères, c'est d'avoir un marché adressable qui est important. Et quand on pense marché adressable, c'est l'ensemble des clients qui pourraient souscrire à la solution. Et ça va généralement se jouer sur 3 axes. Il y a un axe segment client, donc quels sont les types de secteurs que tu sers, quelles sont les tailles d'entreprise que tu vas servir, etc. Tu as un deuxième axe qui est produit, donc tu vas développer une offre de produits plus large. Et tu as bien sûr un axe qui est internationalisation. Et nous, sur notre premier produit, on avait un enjeu qui était d'augmenter notre nombre de potentiel de clients parce que notre marché adressable était trop petit. Et donc, directement, on s'est dit, OK, si on prend le marché adressable européen, on a un marché à 2 milliards. Quand tu vas voir aussi des réflexions, si tu veux construire une boîte qui fait 500 millions de revenus, est-ce que tu peux le faire en France? Ben non. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc c'est plutôt l'aspect opportunistique. Et de l'autre côté, il y a un peu un sujet défensif, mais c'est plutôt dans le marché du logiciel grand compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clients, ça va être Carrefour, Volkswagen ou Renault. Et leur stratégie, ça va quand même être de faire des contrats mondiaux. Et donc, si tu veux travailler avec Renault et que tu es présent juste en France, tu ne vas pas pouvoir signer un contrat cadre avec Renault Monde. Et donc, en fait, tu vas signer des contrats dans le pays natif. Et puis, au bout d'un moment, tu vas tomber dans un appel d'offres auquel tu ne pourras pas répondre et tu vas te faire prendre ton contrat. Et donc, ces deux aspects nous ont assez tôt, en 2018, donc même pas 2016, on a commencé en Espagne, quasiment 2 ans seulement après le lancement de Partout à s'ouvrir en Espagne. C'est quelque chose qu'on racontait tout à l'heure là-bas, mais c'est vrai que je n'avais pas forcément vu, moi, qu'on a ouvert Cosa Vostra en Angleterre, avec pour vraiment une opportunité d'un de mes anciens clients qui allait s'installer là-bas, et qui cherchait un job, et je lui ai dit, bosse pour nous un petit peu en free, et puis on verra. Finalement, on a ouvert la filiale là-bas, et on n'a jamais bossé avec un client anglais. Je me suis dit, à quoi ça sert d'avoir une filiale en Angleterre si tu ne bosses pas avec un client anglais? Ça nous a servi, c'était pas le but, hein, on l'a vécu un peu par hasard, mais en fait on est devenu une agence internationale. Et donc on a pu bosser avec Tagger, avec Google, avec Salesforce, avec tout ça, parce qu'on avait un bureau à Paris, un bureau à Londres, un bureau à Bordeaux, puis un bureau à Tunis. Et donc en fait, ça on l'avait pas forcément vu. C'est assez courant ça, Marie-Alban, c'est quelque chose de... Oui, c'est courant. Et puis peut-être en rebond, c'est aussi que
as des pays où tu es obligé, en fait, déjà dans l'internationalisation, tu es obligé d'être, je pense à l'Allemagne, tu es obligé d'être allemand. Tu peux pas faire de l'international depuis la France quasiment. Il faut que tu sois implanté physiquement, que tu aies vraiment une société dénommée allemande. C'est culturel, pas légal, ça. Ouais, c'est les deux, en fait. C'est vraiment culturel. Et des fois, dans certains cas, ils vont t'obliger du légal dans certains pays. Et le deuxième point, je pense que sur ta question, quand tu dis pourquoi déjà on va s'internationaliser, nous, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de sociétés aussi vont chercher à se benchmarker. Enfin, c'est-à-dire que si tu restes entre Français, tu sais pas trop ce qui se passe à l'international. Et donc, tu as ton concurrent qui est déjà en avance sur toi, il a déjà fait des choses. Et quand tu es déjà en train d'avancer très, très, très vite, c'est comment tu te confrontes vraiment à l'autre. Et je crois qu'aujourd'hui, et ça, je suis contente, dans toutes les sociétés, et notamment dans les startups, je crois que c'est important de le préciser, il y a cette envie en fait d'aller se confronter aussi très vite sur des marchés et oser le faire. Et nous, on a vraiment un sujet, c'est favoriser, projeter les industriels. Parce que c'est là où, des fois, ils osent moins aller sur des marchés qui ne sont pas les leurs. C'est plus traditionnaliste, en fait, comme mode de fonctionnement. En fait, tu vois. Mais c'est pour ça que je crois que c'est très important d'oser aller à la rencontre. Et je suis d'accord, il y a un côté, il faut aller rencontrer l'autre. Il va t'apprendre quelque chose, et même si ce n'est pas ce que toi, tu fais. C'est clair. Je n'ai pas répondu à ta question, mais... Si, mais c'est super intéressant. Et le pourquoi là-dessus est, je pense, assez passionnant. Et pourquoi toi, t'es allé? Parce que finalement, tu pourrais aussi grossir encore et peut-être plus en France, avoir plus de points de vente, non? Oui, alors je pense qu'on peut grossir en France encore. C'est vrai, on a fait un peu l'inverse de Thibaut. Nous, on voulait être très fort d'abord dans notre pays parce que c'est très dur de vendre des bracelets, notamment dans d'autres pays. Si on n'est pas fort dans son pays, tu as toute une problématique de display, de langue, de process de vente qui est importante à maîtriser. Donc il fallait vraiment avoir cette phase de 50 boutiques qui revendent notre marque depuis le 1er janvier 2024. Mais on voulait être très fort en France d'abord. Et pourquoi? Pour se challenger, tout simplement. Comme tu le disais, c'est important de voir si on arrive à vendre uniquement en France. On sait que non. On vend jusqu'au Japon sur notre site internet. On vend pas mal dans d'autres pays, mais plutôt limitrophes et francophones. Maintenant, on voulait se challenger et on voulait voir si c'était faisable un peu plus loin et dans une autre langue. Et alors, comment on choisit son premier pays? C'est quoi, si tu vois ce qui vend le plus sur peut-être en B2C, c'est plus simple, sur ton site internet? Pas forcément, parce que sinon tu peux par hasard partir au Japon parce que tu as eu un influenceur qui t'a fait une publication et ça serait un peu compliqué. Je pense que nous on fait beaucoup de salons déjà, on a des salons bijoutiers, on a des gros salons comme Maison et Objets où les gens viennent te voir et il y a un engouement ou non pour ta marque et ça s'est fait un peu naturellement. On est allé démarcher aussi, on s'est un peu cassé les dents là-dessus. On est allé avec notre petite valise, notre petit présentoir en Angleterre notamment, à Helsinki. Les blagues sont pas les mêmes qu'en français, donc tu te fais un peu rembarrer et t'es pas forcément super prêt au marché. C'est pour ça qu'on a décidé de s'entourer de partenaires locaux à chaque fois. Mais ça s'est fait tout simplement sur des salons comme le salon le plus gros salon, je vais dire, Maison et Objets. Parce que les autres salons sont un peu plus francophones pour nous en France. Mais typiquement, tu vois, quand je peux avoir un marqueur Helsinki, je me dis un peu tout de suite what the fuck, tu vois. En fait, petit pays, pas la même langue, c'est l'euro en Finlande ou c'est... Ouais, mais après, c'est même pas une question de monnaie, c'est juste que dans un pays, nous, par exemple en France, au-delà de la localisation de la grosse ville, forcément, Paris est une ville qui marche super, quoi qu'on n'est pas non plus super implanté à Paris, mais plutôt dans des gros magasins comme Flux. Ce qui marche le mieux, c'est les tout petits villages français. Parce qu'au final, ils ont une zone de chalandise qui est énorme et ils vont vendre des magasins qui vendent 200 bracelets par week-end. Là où un magasin dans une grosse ville peut en vendre 2 parce qu'il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de magasins. Donc au final, même les gros pays avec des petits entre guillemets villages peuvent bien marcher. Comment t'as choisi, toi, Jade, le premier pays? Nous, c'était plutôt les clients. Donc, on avait des grands comptes internationaux à Paris qui nous disaient en fait, on est content, ça marche bien, ça serait bien qu'on puisse vous aider à vous développer. Et donc, assez spontanément, on savait que voilà, Londres, c'était à côté, ça ne nous semblait pas infaisable. On connaissait aussi un peu des gens là-bas. Je sais pas, l'écosystème, quand même, Paris, Londres, ça prenait beaucoup l'Eurostar. Donc on s'est dit, c'est parti pour Londres. Et
Donc on l'a fait savoir et très rapidement on nous a présenté quelques personnes qui pourraient être notre directeur pays. Et on a eu de la chance, ou je sais pas, mais en tout cas ça a bien opéré parce qu'on a trouvé quelqu'un assez rapidement qui était lui-même un entrepreneur mais dans notre industrie. Et très vite on s'est dit c'est clair, c'est lui, c'est lui. Après question de timing parce que il a commencé en mars 2020. Donc voilà, donc là c'était un peu on a eu quelques mois un peu compliqué où lui il s'est dit bon en fait ils vont arrêter le projet et on était quand même très confiant sur lui, sur le marché, sur les clients, donc on a dit non, et d'ailleurs on a dû expliquer à nos investisseurs que non, on n'allait pas couper ce projet et ça s'est avéré gagnant, voilà. Mais c'était un peu plus compliqué quand même au début. Mais ça, la bonne rencontre, Thibaut, puis Marie-Alban peut-être, mais c'est pas quelque part aussi une opportunité. Je veux dire, est-ce qu'on peut pas se dire, tiens, j'ai trouvé la bonne personne, je l'ai rencontré, il est libre, il m'a contacté sur LinkedIn, je sais pas. Se dire, bon, bah ok, j'ouvre Helsinki, et pourquoi pas, tu vois. Enfin, sur ce genre de choses, c'est vraiment deux approches. Tu as une approche qui est un peu plus analytique et une approche qui est un peu plus opportuniste. Nous, le premier, c'est Xavier qui a ouvert l'Espagne et c'était le meilleur ami de notre head of sales. Et il est parti. Il est resté. Il était français, donc il n'était pas espagnol. Et il allait faire sa vie là-bas. Et donc c'était vraiment une opportunité. Ça a hyper bien marché, donc on a eu un peu de chance. Il y a le côté client et je pense qu'on est beaucoup de gens ont lancé des pays sur la base de leurs clients. C'est un peu comme lancer un produit. Je trouve que soit tu te dis ma roadmap produit, bah, c'est mes plus gros clients qui vont les driver et donc potentiellement mon internationalisation, c'est mes plus gros clients qui vont les driver. Ou alors tu as une approche un peu plus analytique avec de la priorisation. Tu vas prendre tous tes clients, tu vas analyser pour l'internationalisation la taille des pays, le PIB par habitant, la concurrence, etc. Et je pense que pour une bonne internationalisation, ça doit vraiment se faire sur ces deux tableaux. Regarder les coups de chance. Ton client Laurent Merlin, il dit en fait je suis aussi en Espagne et ça les intéresse, venez en signe. Et dans ce cas, tu vas y aller parce que tu as eu cette rencontre. Ou un pote qui dit mais en fait je vais habiter en Barcelone, viens, je peux essayer de vendre ton produit. Ça, c'est vraiment de l'opportunité et parfois ça marche, mais parfois ça plante. Et on nous s'est planté plein de fois. Et de l'autre côté, tu as un peu l'approche où tu prends les 5 pays où tu penses aller. Nous, on regardait typiquement la densité du maillage des points de vente. Donc, est-ce que tu as des grands réseaux ou est-ce que tu as des indépendants? Et ensuite, on regarde quelle est la concurrence, comment on se distingue, quelle est la culture aussi. Les cultures latines, les cultures plus anglo-saxonnes. Donc, on avait divisé en deux. On a dit non, on est latin. Donc, on va aller vers tout le sud. Et on n'ira pas au UK, on n'ira pas en Allemagne au début, quoi. Et donc, tu as plein de réflexions autour de ça. Et typiquement, quand tu vas en Espagne, il y a quand même un lieu commun, j'ai l'impression. En tout cas, ça te permet après de rayonner sur l'Amérique du Sud. Ça, c'est vrai, par exemple? Franchement, l'Espagne, c'est un bon endroit parce qu'en fait, déjà à Barcelone, tu as la plus grosse communauté italienne. En fait, nous, et je pense que ça, c'est vraiment un enseignement important, c'est que pour maintenir une internationalisation, nous, on s'est rendu compte qu'avoir plein de petits points un peu partout, des petits bureaux, c'était hyper dur en termes de culture. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est un hub Barcelone, parce qu'il y a la plus grosse communauté italienne à Barcelone, en Europe, et tu as aussi le Portugal qui est à côté, donc on a tout fait d'ici. Et après, depuis l'Espagne, on a commencé à se dire, en fait, on a tout traduit en espagnol et en portugais, même si le portugais brésilien est différent du portugais espagnol, du portugais portugais. Et on a tout ouvert comme ça. Mais c'est vrai que ça s'est fait par vague et parce que depuis l'Espagne, tu es quand même vachement bien positionné pour aller ouvrir l'Amérique latine. Puis c'est les mêmes boîtes, BBVA ou des boîtes comme ça, elles sont quand même présentes aussi au Mexique. Moi, je voulais juste rebondir. Je trouve que je suis d'accord sur le côté où c'est bien de mélanger en fait l'opportunisme à une stratégie. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup qui partent un peu la fleur au fusil parce qu'il y a une rencontre, parce qu'il y a un contact, parce qu'on a un pote, etc. Sauf qu'à la fin des fins, comme c'est un temps qui est extrêmement long sur l'international, déjà tu brûles ton cash, quand même beaucoup, et finalement, tu n'arrives pas toujours à quelque chose qui va là je parle en tant que plutôt de financier, mais rassurer les investisseurs derrière et produire du résultat aussi. Et donc je trouve qu'il y a un mélange, et je suis vraiment d'accord là-dessus sur les deux, parce que c'est la préparation. Et je trouve que ce qui est fondamental, c'est bien se préparer avant de partir, parce qu'on en voit qui partent, mais une fois qu'ils sont sur place, ils se disent « Ah, qu'est-ce que je fais ?» C'est un peu trop tard en fait. Tu peux réagir, mais ça aurait été bien en amont de prendre ce temps, d'identifier, de se poser et de se dire ok, c'est quoi mon produit, c'est quoi mon service et comment je le fais. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont plantés 2021-2022 parce que justement il y avait
pas le temps de l'analyse parce qu'il fallait déployer, il fallait monter et tout. Et moi, ça me fait penser parce qu'on s'est internationalisé notamment en Inde. Et en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. Google est venu nous voir en disant, les gars, l'Inde, c'est le futur. Et Google, c'est notre principal partenaire. Ils nous ont dit, il y a plein d'établissements qui galèrent à mettre à jour, c'est un truc 1 milliard. Venez, on va vous ouvrir les portes. Donc là, on s'est dit, super opportunité, on regarde pas le marché, on regarde pas trop la concurrence. On y allait un peu en opportunité, sauf qu'une fois qu'on s'était lancé, c'était fait. Et puis Google s'est rétracté, on n'a plus eu de contact. Puis 2 ans plus tard, on a fermé. Et on a dû dépenser 1,5 million de pertes et plus même en termes de crédibilité auprès des équipes. Et je pense que ce soit Payfit, que ce soit nous, que ce soit tout le monde s'est planté sur l'internationalisé à un moment et a été obligé de rétro-pédaler sur une partie. Et ça s'est passé principalement parce que pendant ces phases d'hypercroissance, les décisions sont prises plus par l'opportunité et le feeling parce que tu dois prendre vite. Alors que quand tu as moins de cash ou que tu es un peu plus sous pression et que tu dois vraiment délivrer, là, tu vas être plus analytique et potentiellement être plus lent aussi, mais moins planté. On l'appelle la GAFA spéciale, celle-là. Hein. Ils la font tous une fois de temps en temps. Déploie les stories sur LinkedIn, vas-y à fond, mets tout all-in. Ouais. Mais surtout, je pense que ça dépend aussi du produit. Nous, dans le bijou, si entre guillemets on se crame dans un pays, c'est fini. On les revoit plus jamais. Donc on l'a fait dans 2-3 magasins pour tester. Mais si tu es pas prêt sur ta présentation, tes displays, même ton produit, tes traces, pas relancer. Ah ben non, tu peux pas relancer. Mais non, parce que si tu travailles par exemple avec un agent, mettons en Allemagne, qui t'a vendu dans 200-300 magasins, si ça marche pas déjà, ça se vend pas. Bon, s'ils n'ont pas le contact, s'ils n'ont pas les ils restent avec leur stock sur les bras et jamais. Ils ne te reparlent plus jamais. Et même si tu reviens en force 2-3 ans après, ultra préparé, dire non, j'ai déjà essayé une fois et puis il y a une autre marque, il y en a d'autres des marques. Donc ça va dépendre, je pense que aussi ça dépend de ton produit, parce qu'il y a des produits où tu peux revenir, d'autres où tu peux pas du tout. Et c'est un peu, Marie-Alban, là on parle quand même de choses qui sont peut-être toi un peu moins, mais quand même dans l'absolu assez asset light, dans le sens où toi j'imagine qu'avec la BPI, vous accompagnez aussi des gens qui, quand par asset light, je veux dire, c'est principalement des personnes dans vos business que vous allez avoir. J'imagine que vous accompagnez aussi des gens, il y en a peut-être aussi dans la salle, mais qu'on quand même des gros investissements, des infras à développer à chaque fois, où j'en ai vu au dîner BPI justement, ils construisent des hôpitaux en Afrique, tu vois, donc a priori c'est des opérations sur 5 ans. Ouais, c'est des grosses OP, on finance sur des durées de 22 ans, tu vois, donc on part sur, là c'est l'ingénierie, c'est d'ailleurs tout le savoir-faire français en fait qui s'associe, alors là c'est un bon exemple, c'est aussi comment tu t'associes avec les locaux. En fait, je crois que c'est très important, c'est que déjà, moi, j'aime plus trop cette notion, et je le dis franchement, hein, ça va être repris partout, mais tant pis, de l'export, parce que l'export, c'est tu vends juste un bien et après, tu t'en vas. Et l'internationalisation, c'est vraiment quelque chose où tu vas travailler pour moi avec tes partenaires qui sont sur place, et donc, tu es dans une démarche déjà qui n'est pas la même. Et ça, hein, qui est collaborative et qui est vraiment aujourd'hui, je trouve, et si tu parles du continent africain qu'on connaît bien chez BPI, on travaille sur certains pays, hein, on est présent à Dakar, à Abidjan, à Casablanca, à Nairobi, donc sur des pays stratégiques que l'on a, c'est ce qu'on dit à nos clients français, on leur dit tu ne peux pas venir dans une démarche qui n'est pas une démarche où tu vas travailler, t'implanter, co-industrialiser avec l'autre, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut que tu aies un savoir-faire, que tu le donnes à l'autre, que tu le fasses monter, parce qu'eux, ils n'ont pas toujours d'usines dans certains pays. Donc, l'objectif, c'est quand même qu'il y ait des usines, déjà qui se montent. Quand nous, on veut les refaire ressortir de terre aussi en France. Mais tu vois, donc on est vraiment dans une démarche qui n'est plus la même, en fait. Et ça, dans ces projets-là, on va avoir un temps qui est extrêmement long. Et c'est pour ça que je parle de temps long, et surtout d'avoir des acteurs, des personnes en qui tu as confiance. Parce que le problème, c'est que tu peux avoir cette personne-là avec qui tu vas traiter ton contrat, mais dans 2 ans, elle n'est plus là, sauf que ton contrat, il est toujours en vigueur, en fait. Donc, il faut que tu puisses avoir des équipes qui sont hyper stables aussi dans la durée, donc une fidélité de ton staff, et que tu vas le mettre aussi en local. Ça, c'est quand même un gros délire, la confiance sur l'international. Je veux dire, là, on parle d'Afrique, je veux surtout pas faire de clichés, parce que ça fonctionne aussi aux États-Unis. Je veux dire, le nombre de personnes, on revient des États-Unis, qui nous ont raconté qu'ils avaient un gros sales américain qui leur avait fait une énorme arnaque, qui bossait pour 2 boîtes en même temps, je veux dire, c'est dans le monde entier. Comment on se plante pas là-dessus? Parce que c'est quand même tout une aventure humaine. T'en as une, toi, j'ai l'impression. Ouais, parce qu'en fait, Vincent, on s'est tellement planté qu'il a développé une théorie, le Head of Sales de Paro. C'est la théorie des two ways.
Donc en gros, dès qu'on fait une internationalisation, on la fait de deux manières. En gros, ce qu'on fait, c'est par exemple, on a ouvert le Mexique, on a pris quelqu'un, on l'a mis à Mexico, et on a pris quelqu'un, on l'a pris à Paris, et on a dit, allez-y, on va essayer de vendre, et on avait fait... Vous les mettez en concurrence? C'est pas vraiment de la concurrence, parce qu'en soi, tu vas recruter et tu vas dire, bah toi, tu vas potentiellement être sur le Mexique, mais c'est pas... Dans l'absolu, potentiellement, tu sais pas encore si tu vas le faire, et tu sais même pas si les gens vont venir, tu peux toujours t'arranger sur le truc. Et en tout cas, c'est pas comme ça qu'on l'a pensé. Tu vois, même quand on l'a fait, on s'est dit juste, on sait pas trop comment ça va fonctionner, et si ça fonctionne les deux, on gardera les deux. Tu vois. Et d'ailleurs, le but, c'était de créer un hub à Mexico. Là, on fait 3,5 millions, et on n'a toujours pas créé ce hub à Mexico. On a tout fait depuis Paris parce que ça fonctionnait. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que ça marchait mieux depuis Paris parce que la personne était dans l'engouement, etc. On a fait pareil pour l'Inde. Bon, ça, les deux ont foiré. Et mais en soi, ça